Alors bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie Marie-Jeanne Guette de m'avoir invité à participer à cette journée. Donc, je suis psychiatre au secteur 3, le service du docteur Marcel. Actuellement, je m'occupe des personnes âgées au CMP, donc c'est aussi des patients retranchés au domicile, mais pour des raisons tout à fait différentes. Avant cela, j'ai travaillé dans notre unité d'hospitalisation de secteur, située donc au bâtiment Lévy-Valenzy, ici à Sainte-Anne, où nous avons eu la chance d'accueillir régulièrement des patients hikikomori dans le cadre d'un partenariat avec le Dr Gage et le CPOA, parce qu'il nous paraissait essentiel de proposer des soins à ces jeunes souvent invisibles et laissés pour compte. Donc nous l'avons vu et le professeur Suzuki l'a bien illustré avec son diagramme ce matin. Il peut exister des situations hikikomori dites primaires, sans troubles psychiatriques apparents, et d'autres situations dites secondaires, où la conduite de repli est associée à un diagnostic psychiatrique. Nous n'évoquerons pas ces secondes situations, car la conduite à tenir consistera d'abord à traiter le trouble psychiatrique, et ça, en théorie, on sait le faire. Mais dans le cas des hikikomori primaires, qui n'existent dans aucune nosographie, il n'existe pas de conduite à tenir bien définie. Je vais donc tenter de vous exposer là quelques généralités à partir de notre expérience clinique de prise en charge de ces patients. Donc voilà un peu un éventail de ce qu'on peut proposer dans l'unité d'hospitalisation. Donc une prise en charge médicale et infirmière à travers les entretiens et le traitement médicamenteux, la prise en charge familiale, la prise en charge psychologique et en psychomotricité individuelle, l'art-thérapie, les activités thérapeutiques, donc tout ce qui est médiation, les réunions évidemment d'équipe et synthèse pluridisciplinaire, parce qu'il est essentiel qu'on se réunisse et qu'on parle de ces patients et qu'on parle clinique. Donc avant de revenir sur ces différents éléments, on va détailler un petit peu les modalités de l'hospitalisation qui ont déjà été abordées dans les interventions précédentes. Donc nous recevons des jeunes dont les familles ont initialement sollicité le Dr Gage, puis ont été pris en charge au CPOA à la consultation famille sans patient, mais pour lesquels les solutions ambulatoires ont échoué. Donc après la démarche familiale, la plupart des patients acceptent de venir en consultation au CPOA, si je ne me trompe pas. Et pour ceux qui refusent, des visites au domicile sont organisées. L'équipe les a détaillées tout à l'heure. Et donc nous accueillons la minorité de patients pour laquelle ces visites se sont soldées par un échec. L'hospitalisation constitue ainsi une solution de dernier recours quand la situation de repli est pérennisée et que le jeune refuse toute prise en charge. Le dialogue est rompu avec sa famille et tous les acteurs sociaux et de santé. En général, il y a déjà eu plusieurs tentatives de reprise d'un rôle social qui ont échoué, par exemple la reprise d'une scolarité dans un établissement non traditionnel. Une modalité essentielle que je vais détailler maintenant est celle de la contrainte, la mesure de contrainte. Donc ça a été dit ce matin et répété par Madame de Lucas. C'est la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Donc elle s'avère indispensable, les patients faisant preuve d'une telle ambivalence que les quelques tentatives d'hospitalisation libre dans le service ont échoué. Donc cette nécessité peut constituer un frein à un début de prise en charge. En effet, le prérequis, c'est l'approbation d'un tiers, c'est-à-dire les parents, à un projet d'hospitalisation à la demande d'un tiers. Envoyer son enfant à l'hôpital psychiatrique, de surcroît dans un service adulte, est une lourde responsabilité, d'autant plus lorsque la relation avec lui est déjà très conflictuelle. La deuxième difficulté va être pour nous, les médecins, de motiver la nécessité de cette mesure de contrainte dans un contexte où les libertés individuelles sont sacralisées et où l'on observe de plus en plus de levée des mesures par les juges des libertés. Il nous faut donc argumenter en quoi le comportement du jeune est pathologique et en quoi les troubles empêchent un consentement libre et éclairé aux soins, alors que ces jeunes n'expriment aucune plainte, aucune souffrance et ne manifestent que peu de symptômes. Alors ce qu'on peut dire de cette mesure de contrainte, c'est qu'elle marche. Alors même que ces patients semblent échapper à toute autorité, on constate que la mesure de contrainte fonctionne très bien et que sa symbolique est très puissante. Elle semble les soulager de toute prise de décision et leur donne une excuse pour passer à l'action sans en endosser la responsabilité. Nous n'avons noté aucune résistance physique, ni agitation, ni tentative de fugue au moment d'entrer dans l'unité. On remarque que durant les premiers jours, ils expriment une colère intense contre l'hospitalisation et ses décisionnaires, qui les privent de ce qu'ils estiment être leur liberté de choisir ce mode de vie. Ils se sentent brutalisés par ce changement soudain. Ils vivent la contrainte comme de l'autoritarisme et y voient une décision impulsive et brutale,
alors que tous avaient été avertis en amont de cette possibilité. Parallèlement, alors que la décision d'hospitalisation et les soins sont rejetés dans le discours, on constate une avidité d'entretien, avec une difficulté à quitter le bureau dès le départ. Rapidement, ils se montrent bons élèves et font l'effort de participer du mieux qu'ils le peuvent aux soins, initialement en prétextant la contrainte. Ils disent « de toute façon, je n'ai pas le choix ». Peu à peu, la colère et le déni tombent à mesure qu'ils constatent notre investissement et nos préoccupations authentiques à leur égard. Et c'est là que l'on peut prendre la mesure de leur défense narcissique et paranoïaque. Donc c'est très important de leur montrer vraiment un réel investissement. Ces patients demandent donc plus de temps et d'investissement que les autres. Finalement, les patients admettent sans difficulté que la contrainte se situe plus dans l'enfermement qu'ils s'imposent comme un choix par défaut, et ils sont accessibles à la construction d'un projet. Donc pour l'anecdote, on a témoigné de la force de la contrainte. On a eu un patient qui est sorti en programme de soins. Donc programme de soins pour les non-médecins, c'est la poursuite de la contrainte après l'hospitalisation, par l'obligation d'aller consulter par exemple au CMP ou d'aller dans un hôpital de jour. Et ce patient ne voulait surtout pas qu'on lève la mesure de contrainte parce qu'elle le sécurisait, et il craignait la rechute en cas de levée. Donc il a été assez facile de lui dire qu'on levait la mesure et qu'en cas de rechute, de toute façon, on la remettrait en place. Donc ça l'a rassuré. Donc maintenant, poursuite des modalités d'hospitalisation. Donc l'entrée à l'hôpital s'accompagne d'une évidence, le non-retour au domicile. Et donc la nécessité de trouver un projet d'après-hospitalisation. Donc il faut y penser dès le départ. Je dis évidence parce que finalement les patients ne revendiquent pas beaucoup leur retour au domicile. Et là encore, on retrouve un peu cette dualité entre le déni et une compréhension de leur situation. Ce sont des prises en charge longues, donc en moyenne, il faut compter environ 4 mois. La prise en charge, la période initiale de colère dont nous avons parlé s'accompagne de décisions et d'engagements peu fiables, pris seulement sous l'effet du rejet de l'hospitalisation. Donc leur première motivation, c'est de quitter l'hôpital. Donc on travaille finalement, et ça a été dit ce matin, je reprends les mots de Madame Isa Domé parce que j'ai bien aimé, on va travailler finalement leur capacité à recevoir du soutien. Donc ce sont des patients qui on ne peut pas brusquer, qui ont besoin de temps pour faire leur choix et s'approprier un projet. Donc ce qui va rendre un petit peu les choses encore plus compliquées, c'est la méconnaissance du trouble qui peut rendre difficile l'acceptation des demandes de transfert dans les structures post-hospitalières, qui en plus sont rares. Donc finalement, l'hospitalisation temps plein n'est qu'un pied à l'étrier, et jusqu'à présent, les projets ont été de passer le relais à une autre institution dont l'organisation permet un travail dans la durée, par exemple les cliniques de psychothérapie institutionnelle, les soins-études, ou encore une articulation entre foyer de vie et hôpital de jour. Donc on revient un petit peu sur les soins qu'on peut proposer dans l'unité. Donc les entretiens individuels, que ce soit avec le médecin, la psychologue ou les infirmiers, les patients sont très avides. Ils durent souvent longtemps et ils ont du mal à quitter le bureau, mais paradoxalement, il ne s'y passe pas grand-chose, de leur point de vue. Donc ils sont globalement peu accessibles à la psychothérapie, l'élaboration est souvent pénible, la relation de duel peut aussi les mettre mal à l'aise. Ce n'est donc pas tant le travail psychique personnel du patient qui compte que l'investissement soignant que nous mettons dans ces entretiens et qui leur apporte une contenance. Les activités thérapeutiques vont donc être les compléments indispensables aux entretiens à travers les diverses médiations proposées. On peut citer par exemple la pâtisserie, le sport, avec en particulier la piscine, qui est intéressante dans le rapport au corps, la musique, nous avons un piano et une guitare dans le service, et les activités de groupe, comme les jeux ou les sorties culturelles. Donc il faut être honnête, il faut vraiment les pousser à aller aux activités et à participer. Donc ça, c'est vraiment, on a une super équipe infirmière qui fait ce boulot tous les jours, de les inciter à participer parce que d'eux-mêmes, ils n'y vont pas. On remarque qu'il leur est difficile de créer du lien avec les autres, que ce soit avec les autres patients ou les autres soignants. Ils ont aussi des difficultés à la prise d'initiative. L'art-thérapie, donc nous avons la chance d'avoir un espace d'art-thérapie animé par un infirmier art-thérapeute qui est aussi artiste, Vincent Chielins. Là aussi, on relève une difficulté pour eux à être créatifs, une lenteur à la prise d'initiative et à s'ouvrir. Donc c'est un espace intéressant puisque comme les patients restent longtemps, Vincent arrive quand même à travailler certaines choses avec eux dans la durée. La psychomotricité, là je tiens à remercier Elodie Arnaud qui m'a aidé pour cette partie, donc notre psychomotricienne, qui est aussi psychosomaticienne et psychothérapeute. Et donc nous remarquons qu'après une posture adolescente qui offre une
résistance passive aux séances de psychomotricité, leur investissement de cet espace était assez rapide et l'adhésion était bonne. Ces patients qui sont vraiment très contents de cette prise en charge-là. Là encore, cela se fait au prix d'un fort investissement soignant, donc 3 séances par semaine durant toute la durée de l'hospitalisation. Du fait d'une posture de retrait prolongée, il y aura toujours des choses à traiter chez tous les patients hikikomori, que ce soit un rapport au corps perturbé ou des manifestations psychosomatiques. Pour donner quelques exemples, on observe des troubles du tonus avec une hypotonie de surface qui contraste avec une hypertonie interne qui se manifeste par une tension, une colère ou un mutisme. Donc encore une fois, effectivement, ça a été dit, les troubles du comportement sont assez rares, même s'ils peuvent exister de temps en temps, ce qui finalement est plutôt une bonne chose, ça prouve que ça bouge. Également, ils sont mal à l'aise avec leur corps, ce qui se traduit par une démarche stéréotypée, rigide, une limitation des déplacements moteurs. On note aussi une faible activité onirique. Alors j'ai relevé que le professeur Korkos avait dit que justement, peut-être parce que ça déborde, en tout cas, elle est mal exprimée. Et donc un désinvestissement de l'image de soi, un rétrécissement du champ visuel, un affaiblissement des interactions dans le regard de l'autre. Les réactions psychosomatiques sont fréquentes, et en particulier dermatologiques, avec des eczémas et du psoriasis. Et je pense que ce serait intéressant un jour d'avoir l'avis d'un dermatologue un peu spécialisé là-dedans, parce que vraiment, il y a quelque chose là à détailler. Donc le travail psychocorporel permet aussi de les aider à créer un espace d'autonomie qui favorise l'accès au passage de l'individuel au groupe. Ainsi, dans l'unité d'hospitalisation, cela permet l'intégration progressive du patient aux activités et à l'art-thérapie et l'apprentissage d'être seul en présence des autres. Donc, le traitement médicamenteux, dans le cas donc, des hikikomori primaires, il ne faut pas en attendre des miracles, mais il trouve sa place notamment dans la régulation émotionnelle. Il s'agit en général d'un traitement thymorégulateur ou antidépresseur. Dans ce cas, il convient de surveiller le risque de virage maniaque. L'acceptation n'est jamais immédiate et survient généralement en milieu d'hospitalisation du fait d'angoisse d'intrusion et de beaucoup de craintes liées aux représentations des psychotropes. Une autre difficulté, qui est cette fois liée aux représentations de nous autres soignants, c'est qu'il est difficile d'accepter qu'une ordonnance reste vierge durant plusieurs semaines, d'autant plus pour quelqu'un hospitalisé et sous contrainte. Donc ça fait partie des dogmes de l'hôpital. Donc, nous, on a la chance d'avoir toute une équipe qui n'est pas trop là-dedans, donc c'est pas difficile pour nous. Mais quand même, il faut tenir. La prise en charge familiale, elle est indispensable. Il existe presque toujours des difficultés de séparation, des troubles de l'attachement dans les antécédents. Les familles sont reçues au moins au début d'hospitalisation, et par la suite, cela va varier au cas par cas. En fait, beaucoup de parents ont déjà une prise en charge au sein du groupe famille du CPOA et bénéficient parfois d'une guidance par le Dr Gage. Et en ce moment, nous réfléchissons à un dispositif spécifique via notre unité de thérapie familiale au sein du pôle. Sans aller jusqu'au contrat de séparation existant dans les unités adolescentes, nous préconisons d'abord aux familles de se mettre en retrait en ne prenant des nouvelles que ponctuellement, puis sont organisées des permissions en famille, de préférence quand cela est possible, ailleurs qu'au domicile, pour éviter les rechutes et les difficultés pour les patients dans ces mouvements d'aller et venir. Donc en conclusion, ce sont des situations très complexes. Nous prenons donc en charge des patients à la symptomatologie très complexe. Ils n'existent dans aucune nosographie. Ils ne présentent pas de symptômes évidents. Ils ont l'air d'aller bien en apparence et n'ont pas de plainte. Quand ils sont hospitalisés, ils occupent les lits durant des mois, alors qu'ils ne prennent presque aucun traitement médicamenteux. Ajoutons à cela les variations d'humeur, les réactions de recul et de repli, ces petits grains de sable qui, chez les hikikomori, se transforment en montagnes infranchissables. Malgré la bonne adhésion aux soins en deuxième partie d'hospitalisation, une fois la colère passée, ainsi que la longue durée d'hospitalisation et tous les abords thérapeutiques que je vous ai présentés, que sont les entretiens individuels et familiaux, les activités, l'art-thérapie, etc., les conflits psychiques qui traversent les patients hikikomori et leurs proches ne se dénouent jamais durant ce temps d'hospitalisation et n'évoluent que très lentement. On comprend alors aisément la nécessité d'une approche institutionnelle aussi bien pour l'hospitalisation que pour l'après-hospitalisation. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il est indispensable de créer un réseau de soins pour pouvoir articuler tout ça et gagner en fluidité. Voilà, je vous remercie de votre attention.